entrée, une sortie, une entrée-sortie. Et bien, pour réaliser le couplage, je dois y aller de la sortie de la première vers l'entrée de la deuxième, donc faire ça. Ensuite, sortie, entrée, faire ça. Et sortie, entrée, faire ça. C'est-à-dire, donc, il y aura un khalotage, c'est-à-dire au niveau de la placarde. Donc, les fabricants de machines ont trouvé cette astuce pour faciliter le couplage. Donc, dorénavant, si vous voulez coupler un moteur en étoile, il suffit de faire ça. Si on veut coupler un moteur en triangle, il suffit de faire ça. D'accord? Donc ça, c'est une règle générale pour tous les moteurs. Donc n'importe quel technicien, même s'il n'a pas fait d'études, ça va être très facile pour lui de coupler, à moins il suffit de lui expliquer une fois. Voilà. Couplage étoile, couplage triangle. Maintenant, la question qui se pose, ou bien qui a été posée plusieurs fois, comment choisir un couplage étoile ou bien un couplage triangle pour un moteur avant de le coupler sur le réseau? D'accord, ça c'est une question importante, très simple bien sûr, mais qui est très importante parce que si on se trompe le choix du couplage, on risque de griller le moteur. Donc il faut faire très attention à ça. Donc pour expliquer ça, j'ai pris un exemple. Donc d'ailleurs tout ça, et je les ai envoyés dans les vidéos que j'ai envoyées ce matin, donc vous allez les voir peut-être avec plus de détails. Donc, j'ai pris un exemple. Donc, un moteur dont la plaque signalétique, on dit 220, 380, 17, 10. Donc, dans tous les moteurs asynchrones, vous allez trouver deux tensions et deux courants. L'un, il correspond au couplage étoile et l'autre, il correspond au couplage triangle. Ensuite, vous trouverez la puissance. C'est la même puissance, soit en étoile ou en triangle. Toutes les autres caractéristiques sont identiques. Puissance, vitesse, cos phi, etc. D'accord? Donc, par contre, vous trouverez toujours deux tensions et deux courants. Donc, quelle est la tension qui correspond au couplage étoile et quelle est la tension qui correspond au couplage triangle? Quel est le courant qui correspond au couplage étoile? Quel est le courant qui correspond au couplage triangle? Donc, c'est des questions très très simples, mais croyez-moi, beaucoup d'étudiants ne savent pas répondre à ces questions. Dans un TP, ou là, si on pose une question comme ça, beaucoup ne savent pas répondre. Bon, c'est l'occasion de bien se concentrer sur ça. Bien. Donc, si je prends ce moteur-là, eh bien, automatiquement, cela veut dire que la tension d'une bobine, ça va être 220. Donc, puisque les moteurs sont équilibrés, donc chaque bobine va supporter 220. Donc cette tension, ici c'est 220 et ici c'est 220. Maintenant, si je réalise le couplage étoile de ce bobinage, la tension que je vais avoir entre bornes, si celle-là c'est 220, celle-là c'est 220, et bien la tension, c'est les systèmes triphasés. On sait que elle est égale à racine de 3 fois V. Donc U égale racine de 3 V. Ça veut dire que je vais me retrouver entre phase ici et phase 220. Donc, en d'autres termes, ce moteur-là, si je le couple en étoile, il demandera 380 nominal. Si je le couple en triangle, il demandera 220 nominal. Ça veut dire que si j'ai un réseau triphasé 380 volts contre-phase, qu'est-ce que je fais? Je fais un couplage étoile et j'alimente le moteur. Maintenant, si j'ai un réseau triphasé 220 volts, je fais un couplage triangle pour alimenter ce moteur à des conditions nominales. Donc, toujours, pour le choix d'un moteur, on regarde la plaque signalétique et on choisit le couplage en fonction du réseau. D'accord? Et, comme on vient de le voir, toujours la tension la plus élevée, elle correspondra au couplage étoile. La tension la plus basse correspondra toujours au couplage triangle. Donc, en d'autres termes, si j'ai un réseau qui correspond à la tension la plus élevée, je fais un couplage étoile. Si la tension de mon réseau correspond à la tension la plus basse, je fais un couplage triangle. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un moteur 380 volts 660,
pour pouvoir alimenter ce moteur avec mon réseau triphasé industriel qui est de 380. Donc, on dit réseau 380, ou on dit un moteur 380, 660. Pour qu'il corresponde au réseau, je vais choisir un couplage triangle. Parce qu'en triangle, c'est la plus basse tension, c'est 380, réseau 380, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on choisit le couplage d'un moteur à 5 ans. Bon, une petite remarque, Bark. Les deux courants ici, donc le courant le plus élevé, c'est l'inverse, il va correspondre au couplage triangle. Le courant le plus bas, il va correspondre au couplage étoile. D'accord? Tout simplement parce qu'on a un moteur, il a une même puissance. Ça veut dire que si je fais l'égalité des puissances en étoile et en triangle, je vais avoir U égale racine de 3, U étoile, I étoile, cos phi, qui va être égal à U triangle, I triangle, cos phi. Donc U étoile kbira, à la U triangle, donc automatiquement, je vais obtenir un courant I triangle kbira à la I étoile. Donc ça, il correspond au couplage triangle. 17, c'est pour le triangle. 10, c'est pour l'étoile. Et on retrouve des choses logiques parce que un moteur, quand je l'alimente en étoile, tension kbra, donc le courant là, il va être 10. Donc le courant de ligne, c'est 10. Le courant de phase, il est 10. Donc la bobine, elle va être parcourue par 10 ampères. Le couplage triangle, comme la tension sera, donc je vais avoir un courant de ligne qui est égal à 17 ici. Donc 17, quand il arrive ici, il se divise. C'est J, c'est I sur racine de 3. Donc je vais avoir 17 divisé par racine de 3. Donc ici, je vais avoir 10 ampères. Donc la bobine, elle va être parcourue par 10 ampères, que ce soit en triangle, que ce soit en étoile. Et la tension entre bornes de la bobine, ça va être 220, que ce soit en étoile ou en triangle, parce qu'en triangle, avec la tension U égale V, donc 220. En étoile, j'envoie 380, mais il y a tension de la bobine, sur racine 3, ça me donne 220. Donc, dans les deux cas, la bobine, elle est parcourue par 220 et 10 ampères. D'accord? Que ce soit en étoile ou en triangle. Et c'est pour ça que les caractéristiques du moteur sont identiques, que ce soit en couplage étoile ou bien en couplage triangle. Ah, oui, c'est clair, très bien. Ok, très bien. Donc, on passe à autre chose. Donc là, donc ça, les vidéos que je vous ai envoyées contiennent tout ça, d'accord? Donc je vous ai déjà envoyé ces explications par vidéo. Bien, donc ici, je vous ai envoyé aussi l'étude de l'équivalence du moteur avec le transformateur. Donc je vais faire un petit récapitulatif rapide. Bien, donc un moteur asynchrone, on va voir qu'il se comporte comme un transformateur. D'accord? Comment ça? Eh bien, si on prend le cas du moteur à rotor bobiné, pour mieux voir les choses. Donc, si je prends un moteur à rotor bobiné, ça veut dire que son stator, il a un bobinage triphasé que j'alimente, et son rotor, il a un bobinage triphasé. Donc, en fonctionnement normal en moteur, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut fermer le circuit. D'accord? Il faut fermer le circuit pour qu'il y ait des courants induits, donc pour que le moteur puisse tourner. Donc, champ plus courant, ça donne force. Bon, dans cette étude, en première partie, on va ouvrir le circuit rotorique. Donc, on va laisser le circuit rotorique ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'alimente le stator? Eh bien, lorsque j'alimente le stator, je vais créer un champ tournant. D'accord? Donc, ce champ tournant va traverser les bobines du rotor. Les bobines du rotor étant soumises à un champ magnétique variable, eh bien, elles seront le siège d'une tension. Elles vont transformer ce champ en une tension. Donc, c'est pour ça que le moteur ne va pas tourner parce que comme circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. Donc, s'il n'y a pas de courant, qu'un champ, mais qu'un courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de force et donc le moteur ne tournera pas. Il restera à l'arrêt, circuit ouvert. Donc, si on regarde bien le principe, eh bien, il nous rappelle exactement le principe du transformateur. Transformateur, on a deux bobinages,
un bobinage primaire et un bobinage secondaire. Donc, si on alimente le bobinage primaire, on crée un champ. Ce champ traverse le circuit magnétique, arrive au bobinage secondaire et induit dans le bobinage secondaire une tension. Et bien là aussi, on voit bien que c'est exactement la même chose. J'alimente le stator, qui est le primaire, je crée un champ. Ce champ traverse les bobinages du rotor, qui est le secondaire, il va produire donc une tension. Et bien cette tension par phase, elle va avoir la même expression que pour le transformateur. Donc on va avoir ER, c'est-à-dire tension dans le rotor par phase, elle va être égale à 444 NR, nombre de spires qu'il y a dans le rotor, fois la fréquence FR du rotor, fois le flux max qui a été créé par le champ. Donc 444 NR, FR, phi max. Bien, donc, puisqu'on a le moteur ne va pas tourner, ça veut dire que sa vitesse, elle est égale à 0. Donc, comme FR, on a défini qu'on a CG multiplié par Fs. Donc, si oméga R est égal à 0, ça veut dire que dans ce cas, G égale 1. Donc, FR, dans ce cas, elle va être égale à Fs. Donc, lorsque le moteur est à l'arrêt, eh bien, la fréquence des courants rotoriques va être égale à la fréquence des courants statoriques. Et c'est donc la définition du transformateur. Parce qu'un transformateur permet de transformer une tension en une autre tension avec la même fréquence. Et là aussi, donc j'ai une tension d'entrée, une tension de sortie, ayant la même fréquence. Et cette tension va dépendre du nombre de spires rotor par rapport au nombre de spires du stator, comme pour le transfo. Si NR va être supérieur à NS, eh bien, la tension elle va être plus grande. Si NR est inférieur à NS, la tension elle va être plus petite. Et donc, c'est pour ça que, en contemplant le fonctionnement de un moteur, on dit que le transformateur, c'est plutôt la machine asynchrone, c'est un transformateur à champ tourné. C'est exactement la même chose. Mais c'est clair que, on cherche à construire ou à produire, à transformer plutôt une tension, on ne va pas utiliser un moteur asynchrone. C'est plus simple d'utiliser un transformateur. Donc c'est clair que industriellement, d'un point de vue rendement, etc., il est beaucoup plus adéquat d'utiliser un transformateur pour transformer une tension plutôt que d'utiliser un moteur pour transformer une tension. Mais d'un point de vue fonctionnement, on voit bien que c'est exactement le même phénomène qui se passe. Bon, l'intérêt du moteur asynchrone par rapport au transformateur, c'est que, comme on l'a dit, ER, donc il est proportionnel à NR phi FR, la fréquence des courants rotoriques. Maintenant, je peux entraîner le rotor avec un dispositif mécanique, c'est-à-dire je place un dispositif sur l'arbre du rotor et je l'entraîne avec un moteur quelconque, ou bien un système mécanique quelconque. Dans ce cas, si je fais tourner le rotor, je laisse toujours le stator, plutôt ce rotor ouvert. Donc, si le rotor tourne, ça veut dire que j'ai une vitesse, oméga R, qui me donne un glissement différent de 1. Et dans ce cas, la tension produite au niveau du rotor, elle va être égale à 444, donc NR fois FR fois phi max, avec FR, c'est J multiplié par Fs. Donc, si la vitesse varie, si j'augmente la vitesse, eh bien, si j'augmente la vitesse, le glissement, il va diminuer. Ça veut dire que la fréquence FR, elle va diminuer. Ce qui donne donc une tension ici à fréquence variable. C'est-à-dire qu'avec ce dispositif, je peux produire des tensions à fréquence variable. Et ça diffère par rapport au transformateur classique. Donc, bon, si vous voulez, c'est une technique pour produire des tensions alternatives à fréquence variable. Donc, ces techniques étaient utilisées auparavant, mais actuellement, on préfère beaucoup plus utiliser des convertisseurs, notamment les onduleurs, pour produire ces tensions à fréquence variable. Donc,
d'un point de vue utilisation, aussi, ces techniques sont révolues. On les utilise pratiquement plus ou bien très rarement dans les applications anciennes. Donc, l'une des applications utilisées pour le transformateur, plutôt pour la machine asynchrone à fréquence variable. Donc, vous trouverez tout ça dans la vidéo que j'ai envoyée. Donc, c'est la suivante, c'est le soudage haute fréquence. C'est quoi le soudage haute fréquence? Donc, si je prends ma machine, je la fais tourner, mais je vais la faire tourner en sens inverse du champ. Donc, si je fais tourner le rotor dans le sens inverse du champ tournant, je vais avoir ici le glissement qui va être égal à 1 moins. Au lieu d'avoir G égale 1 moins quelque chose, je vais avoir 1 plus quelque chose. Donc, en augmentant la vitesse, eh bien, le glissement il va augmenter. Ce qui me donnera une fréquence FR qui est égale à G fois Fs, d'accord, qui va être élevée. Donc, je peux produire des tensions à haute fréquence. Et en produisant des tensions à haute fréquence, donc je peux utiliser cette technique pour le soudage. C'est-à-dire mettre une bobine, produire des champs haute fréquence. Ces champs haute fréquence vont produire des pertes fer très élevées. Puisque la fréquence est très grande, les pertes fer, comme on a dit, sont proportionnelles à la fréquence au carré. Donc ça me donnera des pertes fer ici. Donc je prends 2 tonnes, la rouge et la noire, par exemple 2 tonnes. Je les mets ensemble. Je fais passer un champ HF, haute fréquence. Il va y avoir des pertes fer très importantes qui vont faire fondre localement les 2 tôles. Et lorsque les tôles se refroidissent, elles vont se coller. D'accord? Donc, c'est des techniques utilisées pour le soudage, donc, par exemple, l'industrie automobile. Donc, on les utilise pour ça. Donc, ça, c'est une application industrielle possible du moteur asynchrone fonctionnant en générateur. C'est des applications un petit peu particulières, un petit peu rares, mais on peut le faire. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est de savoir qu'un moteur asynchrone est équivalent à un transformateur. Dans l'absolu, un moteur asynchrone est équivalent à un transformateur. C'est pour ça que le schéma équivalent du transformateur est inspiré du schéma équivalent du transformateur. Donc, puisqu'un moteur, c'est un transformateur, donc son schéma est équivalent à celui d'un transformateur. Donc, voilà donc le schéma équivalent d'un moteur asynchrone qui est inspiré de celui du transformateur. Donc, pour pouvoir réaliser donc, le schéma équivalent du transformateur, on va définir d'abord le rapport d'équivalence A. D'accord? Donc, le rapport d'équivalence A, c'est quoi? Il est équivalent au rapport de transformation du transformateur. Donc, on a défini le rapport M du transformateur. Pour nous, c'était N nombre de spires secondaires sur nombre de spires primaires. Donc, N égale N2 sur N1. Pour le transformateur, donc pour le moteur, on va définir l'inverse. On va mettre A, c'est le rapport d'équivalence qui est égal au nombre de spires du stator divisé par le nombre de spires du rotor, c'est-à-dire l'inverse de M. Puisque le stator c'est le primaire, le rotor c'est le secondaire. Donc on définit A, qui est le rapport d'équivalence, par le rapport NS divisé par NR. Donc, pour ramener les grandeurs du rotor vers le stator, alors il suffira de multiplier les paramètres du rotor par A au carré. D'accord? Et les diviser par G. Donc, il n'apparaît pas bien, mais c'est A carré RR divisé par G. Et les réactances, c'est A carré XR. Donc, pourquoi on divise par G? C'est tout simplement parce qu'on a vu que la fréquence des courants dans le rotor, elle est égale à G fois Fs. Donc, si je ramène vers le stator, je dois diviser par G. Donc, quand je passe vers le rotor, je multiplie par G. Quand je passe du rotor vers le stator, je divise par G. Donc, les réactances
elles doivent être, les résistances sont divisées par G, et les réactances aussi. Seulement, comme la réactance XR, elle dépend de FR, donc elle dépend de J. Donc XR égale LR oméga égale LR fois 2pi FR, et 2pi FR, c'est G fois Fs. Donc le G et le J se simplifient, donc ici, le G n'apparaît pas. Donc, voilà le schéma équivalent d'un moteur asynchrone par phase ramené au stator. Donc, je retrouve la résistance et la réactance du stator, la branche de magnétisation pour exprimer l'échange magnétique entre stator et le rotor, XR, et les paramètres du rotor ramenés au niveau du stator. Donc, A carré RR divisé par G et A carré XR. Et on ferme le circuit puisqu'en fonctionnement normal, le circuit du moteur, circuit rotorique, il est fermé. Donc, le circuit doit être fermé. Donc, voici donc le schéma équivalent du moteur ramené au stator. Donc, c'est ça. Et ce schéma-là est exactement identique à celui-là. D'accord? Donc, pourquoi on a fait cette transformation? C'est tout simplement pour garder un petit peu des schémas qui sont exactement équivalents. C'est-à-dire, si je prends cette partie, donc ça va être pour moi la charge, je la laisse après. Par contre, cette partie-là, à gauche, c'est exactement S, X, S, XM, A carré RR, A carré XL. Et cette branche-là, c'est la branche qu'on a rajoutée puisque c'est un moteur asynchrone. Mais il faut savoir que ce schéma est il faut savoir que je reviens. Bien, donc il faut savoir que les deux schémas sont exactement identiques. D'accord? Si je prends ces deux résistances-là, donc A carré RR, plus cette résistance-là, eh bien, leur somme me donne cette résistance. Donc, je développe, donc A carré RR, plus A carré RR sur G, carré RR sur G, plus, donc, A carré G simplifie, donc c'est moins A carré RR. Donc, la somme de ces deux résistances, puisqu'elles sont en série, A carré RR, plus A carré RR sur G, moins A carré RR. Donc, moins A carré plus A carré RR, ça se simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste A carré RR sur G. Il me reste cette résistance. Donc, ce schéma et celui-là sont exactement identiques. Donc, en général, on préfère utiliser ce schéma-là parce que la différence entre le transfert et le moteur, ça va être cette résistance qu'on a rajoutée. Et c'est une résistance donc variable qui dépend du glissement, puisque le glissement varie en fonction de la charge. Donc, si la charge varie, la vitesse varie, le glissement varie. Donc, c'est un schéma qui tient compte de la charge du moteur. Donc, c'est schéma du transfo plus la charge du moteur. Donc, voilà le schéma de base sur lequel on travaillera après pour calculer, pour étudier, pour tracer, etc., les paramètres du moteur asynchrone. Donc, vous remarquerez uniquement que là, on n'a pas mis la résistance RF, parce que le transformateur fait en parallèle avec RF. Après, pour tenir compte des pertes fermes. Mais il faut savoir aussi que les pertes magnétiques dans un moteur sont beaucoup plus réactives qu'actives. Donc, dans le schéma de base, on représente, d'abord c'est un schéma simplifié, on représente les pertes magnétiques réactives. C'est-à-dire c'est beaucoup plus de réactif qui est consommé plutôt que de l'actif. Donc, ça c'est le schéma de base, mais on rajoutera la résistance RF quand on fera l'étude des essais, etc., pour tenir compte des pertes dans le fer. Donc voilà donc pour cette partie, donc ce que je voulais vous donner. Donc tout ça,
Donc, je l'ai envoyé c'est-à-dire, je l'ai envoyé ce matin. Bon, je n'ai pas pu l'envoyer hier parce qu'il y a un problème de connexion. Parce que c'est des fichiers qui sont un peu lourds. Mais donc, je l'ai envoyé très tôt ce matin. J'espère que vous allez la voir. Donc, il y a plus de détails peut-être par rapport à ça. Donc, j'ai pris quelques captures d'écran pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Comment calculer le courant IS et IR? Bon, les courants des bobinages, il faut savoir donc que c'est calculé à la construction. Donc, chaque machine possède des courants nominaux et des tensions nominales. Donc, en tant que constructeur de moteur, donc quand je veux construire un moteur de puissance P donnée, je dois dimensionner mes bobinages. Donc, pour pouvoir produire la puissance P, il faut avoir donc une section de conducteurs donnée. Donc, un courant donné. Donc, je veux construire un moteur de 100 kW par exemple. Donc, il fonctionne en 380 volts triphasé. Donc, j'ai la puissance, j'ai la tension. Bon, le cos-phi moyen, c'est 0,8, on va dire. Je fais mes calculs, je détermine le courant. Le courant, par exemple, c'est 200 ampères. Donc, je dois dimensionner le bobinage pour qu'il supporte 200 ampères. Donc, le courant statorique et rotorique, donc ce sont des paramètres de construction. On construit le bobinage pour supporter ces courants. D'accord? Donc, ça, c'est les courants nominaux. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez dire comment les calculer dans les calculer tout. Bon, ça dépend de ce qu'on vous donne. Hein. Donc, on peut vous donner la puissance, la tension et le cos-phi, vous calculez le courant. Hein. Donc, U égale à P plutôt P égale à C3 U cos-phi, vous avez votre courant. D'accord? Donc, les IR et IS sont des paramètres de construction. C'est eux qui définissent la puissance. C'est-à-dire, une donnée de base du moteur, c'est la puissance. Et donc, je calcule mes bobinages, leur section, leur isolement, etc. en fonction de la valeur de la tension et de la valeur du courant qui doit supporter. D'accord? Est-ce que c'est OK? Les exercices du moteur asynchrone, c'est des exercices qui sont très simples. Il faut essayer de bien suivre et, c'est-à-dire, si vous fournissez l'effort qu'il faut, donc le module il est abordable et à la portée de tout le monde. Donc je prends deux exemples. Donc on fera le TD, bon vous allez faire avec les chargés TD, on fera d'autres séances si on avance bien. Un petit exemple donc, pour se mettre dans le bain, par exemple. Donc soit disons, donc j'ai un moteur à 965 tours par minute avec un glissement de 3,5%. On vous demande donc de déterminer le nombre de pôles du moteur, sachant que la fréquence est de 50 Hz. Donc, d'après vous, un moteur comme ça, quel est son nombre de paires de pôles? Allez-y, essayez de me donner des réponses sur le chat. J'attends. Quel est le nombre de pôles de ce moteur? « 965. Et si on connaît, puisqu'on connaît le principe de fonctionnement du moteur asynchrone, il est clair que cette vitesse, elle va être légèrement inférieure à la vitesse du synchronisme. D'accord? Donc, on sait que
la vitesse du synchronisme, elle va être supérieure, légèrement supérieure à 965. Donc, comme la fréquence est de 50 Hz, d'autre part, donc on sait que toutes les fréquences du synchronisme possibles sont soit 3000 tours par minute, soit 1500, soit 1000. Ensuite, au-dessous de 1000, on va avoir 750, c'est-à-dire 60 F sur P, 3000 sur P. Donc, si P égale à 1, c'est 3000, si P égale à 2, c'est 1500, si P égale à 3, c'est 1000, etc. Donc, si on regarde ces vitesses de synchronisme à 50 Hz, la vitesse qui correspond automatiquement à 965, c'est 1000 tours par minute. Donc, ce moteur-là, sa vitesse de champ va tourner à 1000 tours par minute. Sa vitesse de rotation, c'est 965. Donc, oméga S égale 1000 tours. Et si je connais la vitesse, je détermine P, donc P égale 3. Ça veut dire que ce moteur possède 6 pôles. Donc, P égale 3, ça veut dire 3 paires de pôles, donc le moteur possède 6 pôles. Ou bien, on peut écrire donc le glissement à sa valeur. Donc, G égale 1 moins oméga R sur oméga S. Je calcule oméga S, vous allez trouver 1000. Et à partir de là, vous déterminez P. D'accord? Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Oui. Donc, P égale 3. D'accord? Donc, il y a ceux qui ont trouvé 1. Donc, P égale 1, c'est pas bon. Donc, vitesse du champ, c'est 1000. Donc, P égale 3. Ce qui veut dire le nombre de pôles du moteur, puisque P égale 3, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, le nombre de pôles, c'est 6. Donc, attendez, donc j'ai le corrigé. Donc, je vous l'affiche pour ceux qui veulent. Ah, il y a les ainsi. Donc, voilà. Donc, on peut utiliser directement l'expression de la vitesse du glissement. Donc, G égale 1 moins oméga R sur oméga S, ce qui nous donne oméga S égale N, facteur de 1 moins G, et on trouve la vitesse, c'est 1000 tours par minute. Donc, connaissant la vitesse du synchronisme, on détermine P, d'accord, qui est égal à 3. Donc, le moteur possède donc 6 pôles. Ou bien directement, comme je vous l'ai dit, 965, c'est la vitesse du rotor. La vitesse du champ qui correspond ne peut être que 1000. Et donc, P égale 3. OK? Deuxième exemple d'application, c'est par rapport au couplage du moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On vous donne la plaque signalétique d'un moteur. Donc 400 volts, 690, 50 Hz, on demande quel doit être le couplage du moteur sur un réseau 230-400, rapidement. Donc donnez vos réponses sur le chat. Triangle. D'accord, très bien. Donc est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc le couplage doit être triangle, exact. Puisque donc j'ai un réseau 230-400, il faut savoir que réseau 200 volts 400, 230-400, ça veut dire que la tension entre phase et neutre, c'est 230, et la tension entre phase, c'est 400 volts. Donc il faut faire la différence. La plaque signalétique qui a deux tensions, c'est l'étoile, c'est triangle. Quand on vous donne un réseau 230-400, ça veut dire 230 entre phase et neutre et 400 entre phase. Donc, en deux mots, le réseau triphasé, c'est un réseau 400 volts, parce que là, on va alimenter sur les trois phases. Donc, puisque j'ai un réseau 400 volts, la tension qui va correspondre au couplage qu'il faut, ça va être donc le couplage triangle, puisque ça, c'est un triangle, ou un triangle. Bien. Donc, deuxième question, on vous dit, donc si le réseau triphasé était un réseau 400-690, donc dans ce cas, on a un réseau triphasé donc
de 690 volts. Et là, automatiquement, si le réseau est de 690 volts, très bien, donc le couplage doit être. Voilà comment on choisit le couplage des moteurs par rapport à un réseau. Donc, avant de faire le couplage, je dois connaître le réseau. Et si je connais le réseau, je peux choisir mon couplage, soit étoile, soit triangle. J'espère que c'est concret une bonne fois pour toutes. Bon, un dernier exemple rapidement, c'est un exemple par rapport à la plaque signalétique, surtout pour IP, pour vous expliquer un petit peu IP. Donc, on donne donc soit un moteur asynchrone dont la fréquence de rotation est de 2870 tours par minute, donc avec un indice de protection 4,5, IP45, et un réseau qui fonctionne à 50 Hz. Donc, on vous demande de donner quelle est la fréquence de rotation du champ tournant, d'accord? Donc, ici, d'après vous, rapidement, est-ce que vous pouvez me donner la fréquence de rotation du champ tournant? 3000, très bien. Donc, il y a ceux qui ont mis 3000, bien. Donc, 2870, donc à 50 Hz, on a qu'un 3000, 1500, 1000, etc. Donc, ça ne peut pas être 1500 parce que la vitesse est bien. Donc, automatiquement, ça peut être que 3000 tours par minute. Donc, oméga S égale 3000 tours par minute, ce qui nous donne donc un nombre de pôles qui est égal à P égale 1. Ça veut dire 2 pôles. C'est un moteur bipolaire. Donc, P, on va trouver P égale 1. Donc, le moteur possède 2 pôles. Une remarque concernant la puissance, quand on vous donne la puissance dans la plaque signalétique, ça aussi, il faut bien se la mettre en tête. Ce qu'on vous donne dans la plaque signalétique, c'est la puissance utile. Toujours. On ne peut pas vous donner la puissance absorbée parce que nous, un moteur, on va l'utiliser pour entraîner quelque chose. Et il faudrait qu'on ait la puissance d'entraînement, c'est-à-dire la puissance utile. C'est-à-dire, on peut vous donner, si on vous donne, entre parenthèses, si jamais on vous donne la puissance absorbée, et la puissance absorbée, c'est 1000 watts, si ce moteur a un rendement de 0,6 par exemple, donc 1000, il faut la multiplier par 0,6. Donc en réalité, tu as uniquement 600 watts en puissance d'utilisation. Donc c'est faux de donner une puissance absorbée. Donc sauf indication, il a que la puissance absorbée est 2 et on vous la donne, il n'y a pas de problème. Mais par défaut, la puissance qu'on nous donne, ça il faut bien se la mettre dans la tête. P qu'on vous donne dans la plaque signalétique, c'est PU. Ce n'est pas PA. D'accord? Bon, pour le glissement, il faut faire le calcul. Donc, il y a les calculs ici. Exemple 3. Voilà. Donc, la fréquence de rotation qu'on a, c'est 3000 tours par minute. Le nombre de paires de pôles, c'est 1. Donc, le moteur possède 2 pôles. Le glissement, donc c'est oméga S moins oméga S sur oméga S. Donc, vous trouvez 4,23% dans les normes. Par contre, la signification de IP45, comme je vous l'ai dit, IP, c'est l'indice de protection. Et on a toujours 2 chiffres, voire 3 chiffres. Le premier, il donne la protection contre les solides, deuxième contre les liquides, et le troisième chiffre, s'il y en a, c'est contre les chocs. D'accord? Donc ici, on nous donne 2 chiffres. Donc, protection contre les solides, protection contre les liquides. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 4,5? Eh bien, il faut revenir au catalogue ou bien aux normes. Donc, il y a les normes de protection. Donc, si vous les cherchez sur Google, etc., vous allez les retrouver. Donc, c'est des chiffres, c'est des valeurs normalisées que moi, personnellement, je n'ai pas en tête. C'est pas nécessaire. Si j'ai besoin de connaître واش معناتها 4 5 واش معناتها 3 ولا نروح لا نورم نقرا. Donc c'est un exemple ici qu'on donne IP45 4 واش معناتها تلقاه في لا نورم مكتوب protégé contre les corps solides diamètre supérieur à 1 mm. Ça veut dire que ce moteur là
tu peux l'utiliser dans un endroit où il y a de la poussière. وشنو هذيك la poussière يلزم le diamètre تاعها يكون supérieur à 1 mm. S'il y a des poussières qui sont inférieures à 1 mm, ce moteur n'est pas protégé contre. Par exemple, si on prend un moteur qui m'a indice de protection 4, on dans une cimenterie. La cimenterie, il y a de la vapeur de poussière, c'est-à-dire de la poussière très 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 fine. Donc, le moteur, quand il est placé là, ces poussières vont rentrer à l'intérieur, ils vont l'encrasser ou ils se rapidement. Donc, dans une cimenterie, ils ont créé un moteur IP. Le premier indice, il compte bien. Donc 6, 7, ou il faut regarder au niveau des normes, c'est pas la valeur qu'il faut. C'est-à-dire, est-ce que c'est un 7 ou un 6 ou là, d'accord. Mais il faut savoir que chaque valeur a une signification. Donc 4, la norme, maintenant, des corps supérieurs à 1 mm. Donc si je prends par exemple un laboratoire, il est quand même protégé, il me fait la poussière, il n'y a aucun problème, ce moteur fera la fin. C'est-à-dire, je le place, il fonctionnera dans de bonnes conditions. Donc l'indice 5, ça veut dire protéger contre les jets d'eau dans toutes les directions. Maintenant, un moteur qui m'aide, je peux le placer par exemple dans une cour, où je peux prendre même un tuyau d'arrosage ou arroser le jardin, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a un indice IP 5. D'accord. Par contre, le moteur, je ne peux pas l'immerger dans l'eau. Je ne peux pas le complètement dans l'eau. D'accord. Parce qu'il y a la pression qui va augmenter et elle peut détériorer le moteur. Donc, un moteur qui m'a je peux le mettre dehors, c'est-à-dire la pluie, parce qu'il est protégé contre les jets d'eau. Donc, il est automatiquement protégé contre la pluie. D'accord. Donc, c'est ça ce que ça veut dire IP45. Donc, au lieu d'écrire toute cette phrase, la plaque signalétique, et pour le moteur protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et protégé contre les jets d'eau dans toutes les directions, il écrit IP45. C'est-à-dire toute cette phrase-là, elle est résumée dans IP45. D'accord. Donc, ça, quand vous voulez, pratiquement tous les moteurs ont une indication IP. Donc, chaque valeur, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, 4, 3, 6, 5, 1, vous revenez donc en norme, indice de protection, valeur, et vous allez avoir les valeurs correspondant à chaque chiffre. Dernière question, on vous dit calculer le couple disponible en sortie, c'est-à-dire le couple utile. On a la puissance utile, comme je vous l'ai dit. Donc la puissance qui est donnée, c'est la puissance utile, 1,8 10 puissance 3. Le couple, c'est toujours la puissance sur la vitesse. Donc je divise sur 2870, bien sûr, seulement les unités SI, car la vitesse, c'est le radian par seconde. Il faut transformer les tours par minute en radian par seconde. Comment? En multipliant par 2pi divisé par 60. Donc 2870 tours par minute, elle est égale à 2870 fois 2pi divisé par 60 en radian par seconde. Donc je transforme la vitesse en radian par seconde et je divise la puissance sur la vitesse et on trouve donc un couple par exemple de 6 Nm. D'accord? Donc voilà donc, pour cette présentation d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pu suivre